Eh bien, merci vraiment d'être si nombreux ici ce soir. Merci aussi à tous les élus qui sont ici et qui nous soutiennent depuis le départ dans ce combat. Joël Lejeune, il y a Corinne Hérel, Yvon Bonneau, Alain Cadec, et donc Pierre Terrien, qui nous a permis aussi d'organiser la retransmission dehors, vous avez vu, sur un superbe podium. Voilà, et ben nous avons le plaisir donc d'accueillir Denis Delestrac, le réalisateur de ce film, que vous avez applaudi chaleureusement. Ce film, qui fait froid dans le dos quand même, a fait prendre conscience à tout le monde, je dirais, que le sable n'est pas une ressource infinie. Voilà, maintenant on va attaquer la table ronde, donc je demande aux différents intervenants de venir. Philippe de Crissac, donc le vice-président de la LPO, Joël Lejeune, maire de Trédrez-Loquémo, qui est donc président de Lannion-Trégor, Jean-Pierre Levisage, qui est président de l'Observatoire du Planton, Jean-Yves Audrin, qui est président de Écoplage, Philippe Priseur, j'ai pris ta place, Philippe Priseur, qui est marin-pêcheur, et, eh bien, Yves Le Bailly, que j'ai oublié, Yves Le Bailly, géographe, qui est aussi un membre, qui était un membre important du collectif Le Peuple des Dunes de Gavre. On s'appelle Le Peuple des Dunes. Gros succès de sensibilisation. Vous attendiez un tel impact? Quand on fait un film, on essaye de faire le mieux possible. On le fait un petit peu pour soi, aussi pour le public, mais il y avait un sujet extraordinaire. Le film est sorti à la bonne époque. Justement, c'est l'objectif de cette table ronde, de revenir sur ce qui pourrait se passer ici. Avant cela, moi je m'adresse à Alain Vidal, donc, qui est le président du collectif. Il y a sable et sable. Alors la particularité de ce documentaire, c'est qu'il nous parle beaucoup du sable destiné à la construction. Est-ce que vous pouvez recontextualiser un petit peu ce qui se passe, enfin, ce qui est oui, le film retrace surtout les extractions relatives pour le bâtiment, les travaux publics, des quantités gigantesques d'ailleurs. Ici, notre extraction ne porte pas sur une extraction de sable destiné aux bâtiments et travaux publics. Il s'agit d'extraire du sable coquillé. Il s'agit d'extraire 400 000 mètres cubes par an pendant 20 ans. Alors nous, le collectif, on n'est pas contre l'extraction de granulats marins, bien entendu. Ça s'est toujours fait. Nous sommes contre ce gisement-là en particulier, parce qu'il entraîne des conséquences et des incidences très importantes et irréversibles. Je me tourne maintenant vers Joël Lejeune, donc le président de la communauté, donc de Lannion-Trégor Communauté. Les 13 communes littorales concernées par ce projet et la communauté que vous présidez se sont explicitement opposées à ce projet. Je voudrais d'abord vous interroger sur le sens que vous donnez à cette position politique unanime qui, en plus, accompagne une mobilisation citoyenne. Avec une petite sous-question, c'est qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu, notamment au niveau du ministère? Je crois que effectivement, donc toutes les communes littorales concernées, qu'elles soient d'ailleurs de Lannion-Trégor agglomération ou de Morlaix communauté, parce qu'il ne faut pas oublier que les communes du littoral trégorois finistérien se sont aussi exprimées dans le même sens, de même que la communauté donc de Morlaix. Nous sommes soucieux de notre côte d'une façon générale parce que nous sommes sensibilisés à toutes les atteintes dont elle a fait l'objet déjà depuis des décennies. Sensibilisés par les pollutions par hydrocarbures, nous avons subi la plupart des très grandes pollutions au niveau mondial. Nous sommes touchés par les algues vertes en baie de Saint-Michel. Nous sommes également touchés par l'érosion du trait de côte d'une façon générale, et il y a même eu des endroits qui ont été complètement submergés, par exemple en 2008. Bref, il y a donc une côte menacée ici, sur laquelle vivent beaucoup de gens depuis fort longtemps, avec des activités qui sont aussi tournées vers la mer ou qui dépendent de la mer. Ces activités, c'est la pêche, et puis il y a aussi le tourisme, et puis il y a simplement la protection d'un environnement remarquable. Or nous savons que toutes ces activités, au-delà des pollutions qu'on a déjà subies, risquent encore d'être touchées et touchées gravement. Puisque la dune, donc, qui va être touchée si cette exploitation, donc, est autorisée,
c'est vraiment la source de vie de la baie de Lannion. Et je crois qu'on ne peut pas laisser faire, laisser commencer, laisser dire que y toucher ne serait pas grave. Moi, j'ai entendu particulièrement dans le film quelqu'un qui a dit à un moment pour qu'une telle extraction soit autorisée, il faudrait une raison absolument supérieure à tout, un intérêt stratégique majeur, ou, comme évidemment on se doute bien que c'est très difficile à démontrer dans le cas en question, ou bien qu'il n'y aurait pas d'impact significatif sur le littoral. Or, toutes les études qui ont été produites, le peu d'études qui ont été produites dans ce dossier, eh bien, n'ont pas fait cette démonstration. Et je crois que quand on n'a pas fait la démonstration qu'il n'y aura pas d'impact, eh bien, je crois qu'il faut refuser a priori. Et donc, c'est le sens, en fait, de la position et des communes, unanimes, je le rappelle, et des communautés, unanimes aussi. Voilà pourquoi, donc, nous sommes vivement opposés à ce projet. Je me tourne vers Yves Le Bailly, qui est donc géographe, grand spécialiste du littoral, qui a enseigné à l'université de Bretagne Sud à Lorient, qui est président des géographes de Bretagne. Et vous estimez, je vous cite, qu'il faut refonder la relation au milieu autour d'une sorte de nouveau contrat social. Alors ça va parler à tout le monde, pour une zone littorale basée sur l'humilité d'usage des milieux naturels. Oui, tout à fait. Vous parliez du principe de précaution. Je crois que c'est une question majeure. En effet, les milieux, le milieu littoral, mais comme tout milieu est complexe, et la gestion du milieu littoral anthropisé l'est encore beaucoup plus, dans la mesure où les pressions et les activités nouvelles aujourd'hui sont énormes. On vit une mutation là de l'usage du littoral. Et on ne peut plus continuer sur des logiques qui sont des logiques économiques à court terme, comme on l'a vu dans cet exemple. On ne peut pas continuer non plus dans ce qui est une des caractéristiques de nos sociétés, c'est-à-dire une dimension technicienne, qui est en fait une sorte de réquisition de la nature et de l'homme lui-même pour le rêve du pouvoir ou le pouvoir du rêve. Je reprends là une formule de Jean-Pierre Quinault. On va se recentrer un petit peu sur les questions d'incidence environnementale, si vous le voulez bien. Alors, pour nous, ce projet est dangereux à plus d'un titre. D'abord, il y a la destruction de la dune. La dune est une ressource non renouvelable, et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil économique et environnemental de Bretagne qui dit qu'une telle dune ne se reconstitue pas à l'échelle humaine. Or, dans le dossier d'enquête publique, il y a une affirmation qui dit que les courants venant de ci ou de là vont reconstituer la dune. L'Ifremer répond que c'est une hypothèse, je cite, osée. Donc ça veut dire que ça n'existe pas. D'autre part, le prélèvement va se faire sur le point de la dune qui est le plus haut. Donc si on tape sur la dune le point le plus haut, on va renforcer l'effet de houle. La houle ne sera plus amortie par la dune, et combinée à l'augmentation des eaux qu'on nous a annoncé tout à l'heure du niveau de la mer de 1 mètre ou 1,50 m dans les années qui viennent, on risque de voir la houle déferler sur le littoral avec une violence accrue. La dune étant modifiée, on pourrait avoir des modifications de la courantologie. Ça aussi, c'est une science très, très complexe. Et dans le dossier, on a l'impression que tout ça est passé un petit peu, je veux dire, rapidement. Il y aura une modification de l'hydrosédimentologie, je vous l'ai dit, donc la dune ne se reconstituera pas. Les dégâts, dès l'instant, si le projet est accordé, comme dit Joël Lejeune, si le projet est accordé, les dégâts, le premier cours de drague, sont irréversibles. Et ça, il faut bien qu'on comprenne ça, et qu'on ne vienne pas nous chanter une autre chanson en disant oui, mais on va regarder, on va faire un comité de suivi. Tout ça, c'est de la poésie. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y aura aussi sur cette dune une atteinte forte à toute la réserve naturelle des Sept-Îles. Les oiseaux viennent manger là aussi. On aura la pollution lumineuse aussi pour les oiseaux. Et puis cette extraction comporte un danger très fort. C'est ce fameux panache turbide. Le panache turbide, c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est-à-dire que dans le périmètre d'exploitation, le bateau fera des allers-retours. Il va traîner une élinde, un aspirateur. Donc il faut savoir que pour 1000 mètres cubes de sable qui seront vraiment stockés dans le bateau va rejeter 4400 mètres cubes d'eau pour un chargement de 1000 mètres cubes. 4400 mètres cubes d'eau qui contiendrait, là on conteste le chiffre, 22 tonnes de sédiments. 22 tonnes de sédiments, c'est la poussière fine qu'on voit derrière, qui va être derrière le bateau et qui va se répandre sur des distances qui peuvent être
et là aussi c'est le Conseil économique et environnemental qui le dit, sur des distances de 25 fois supérieures au point d'extraction. Ce panache turbide donc va se répandre à marée montante dans les zones Natura 2000 toutes proches, et va aller, il se redépose sur le fond, il étouffe la faune, il étouffe la flore. Il faut savoir que pour extraire 400 000 tonnes par an, il faut 345 extractions. Donc une par jour. Une par jour sur le lieu, Philippe le dira tout à l'heure, mais un lieu essentiel de pêche, un lieu essentiel de travail. Donc on aura un conflit d'usage patent avec le monde des pêcheurs professionnels, mais aussi les pêcheurs plaisanciers qui bien sûr vont là aussi. On aura aussi les clubs de plongée. Et lui il dit tout simplement, écoutez, moi avec le panache turbide, d'abord je ne peux pas plonger parce que je ne peux rien voir. Mais après, je pourrais plus rien. Je reviens à cette histoire de panache turbide. À votre connaissance, qu'est-ce que ça peut donner à terme? Je pense que les plongeurs déjà sont au courant que dès qu'il y a un petit peu de turbidité, on ne voit pas grand-chose. Vous imaginez ce qui peut se passer là-dessous. Ça va être la nuit, je pense. Hein. En réalité, ça va stopper la photosynthèse pour tous les chlorophylliens. Donc, et là, on va parler du plancton, bien sûr. On continue donc dans la chaîne alimentaire. Vous êtes patron pêcheur et puis on vous voit dans le film. Vous êtes une figure emblématique du collectif. Des traits de pêche pour analyser la richesse poissonneuse de la zone l'ont récemment prouvé. C'est une zone très riche en lançons. Lançon, je rappelle rapidement, c'est un petit poisson qui vit dans le sable, qui surtout sert à plein de choses, d'appât pour la boîte, comme on dit ici. Est-ce que c'est vital pour à la fois les familles qui vivent de la pêche, mais pour tout le reste Oui, alors bon, déjà, moi je veux juste signaler que les marins-pêcheurs, on n'est pas des scientifiques, on se contente d'observer ce qu'on voit en mer, essayer d'en témoigner et d'en tirer quelques conclusions. Alors effectivement, il y a pour nous la pêche professionnelle, mais je crois que ça rejoint toujours la pêche aussi de loisirs, c'est lié. Il y a dans ce problème d'extraction, il y a deux gros problèmes. Le problème, premièrement, de la turbidité de l'eau, ça on en a déjà parlé, et le problème de l'ançon. Rapidement, quand même, sur la turbidité. Pour ceux qui vont en mer, vous savez que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de courants, donc ces particules en suspension sont véhiculées par le courant et se redéposent après sur le fond, mais bien plus loin. En se redéposant sur le fond, ces particules en suspension recouvrent le fond d'une espèce de boue qui asphyxie totalement la flore et la faune vivant au fond. Donc on peut voir directement l'impact que ça peut avoir sur la pêche, notamment quand les champs de laminaires sont recouverts de boue et meurent. Les homards, tous les crustacés, les ormeaux qui mangent le laminaire n'ont plus rien à faire là, donc dégageront. J'en reviens donc au lançon. Le lançon, donc, sont des petits poissons qui sont ce qu'on appelle les poissons fourrages, qui servent donc de nourriture aux poissons prédateurs comme le bar, le lieu, le turbo, le Saint-Pierre, enfin tous les poissons qui font la richesse de nos côtes ici, et qui ont donc la particularité de vivre en banc en pleine eau dans la journée, qui sont donc attaqués par les prédateurs, les poissons prédateurs que je viens de citer, et qui la nuit s'enfouissent dans le sable. Donc il n'y a pas besoin encore une fois d'être scientifique pour comprendre que si on enlève le sable, on enlève l'habitat du lançon. Ne mourront pas, ils iront ailleurs, et les poissons prédateurs feront la même chose. Donc on n'aura vraiment plus beaucoup de poissons dans nos eaux. Si le lançon disparaît de cet endroit-là, c'est l'activité de la pêche qui est vraiment touchée. Voilà. Je voulais juste terminer en disant que en Bretagne, pour rejoindre les drapeaux bretons qui sont là, la Bretagne est quand même très attachée à la pêche. C'est une culture. Les marins pêcheurs ou marins bretons sont connus. C'est une tradition, la pêche, et je ne comprends pas que pour des profits, une société privée vienne détruire tout ça, des années d'une science qu'on a reçue de nos parents et de nos grands-parents, que tout soit détruit pour aller vendre du sable en Hollande, en Angleterre, on ne sait pas trop où, qu'ils aillent plus loin. Voilà. Les marins-pêcheurs se partagent aussi la mer avec les oiseaux. Je profite de la présence de Philippe de Grissac, qui est donc le vice-président de la Ligue pour la protection des oiseaux et qui est donc le directeur bénévole aussi de la réserve naturelle de l'archipel des Sept-Îles. Deux questions en une. Premièrement, le lançon disparaît, c'est un mets favori pour les fous de bassin et les macareux, si je ne m'abuse. Et deuxième question, si vous y avez été déjà confronté, est-ce qu'ailleurs des projets de ce type
eu un impact sur des réserves proches ou sur des observations que la LPO a pu mener. On a d'abord à la LPO. C'est notre job un peu à la LPO d'être des lanceurs d'alerte. Et il y a des moments, c'est l'incompréhension qui nous envahit. Ici, c'est vraiment cette incompréhension. Comment, on ne devrait pas être là, comment on est obligé d'être là, se battre sur un projet qui est un non-sens depuis le début. L'État dépense de l'argent pour protéger des sites exceptionnels, la réserve des 7 îles, et le paradoxe, comme beaucoup de paradoxes ont été évoqués aussi dans ce film, le paradoxe c'est que on va mettre en péril ce que l'État va donner l'autorisation de mettre en péril ce qu'il protège d'un côté. Enfin bon, donc c'est vraiment l'incompréhension. Le deuxième sentiment, c'est la colère, parce que on a l'impression qu'on n'apprend rien du passé, c'est dit aussi dans le film. On s'aperçoit que d'autres regards se portent sur la mer de manière beaucoup plus avide, cupide, et que ces regards-là n'ont rien appris de ce qui s'est passé sur Terre. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre maintenant comment on épuise les ressources sur Terre, et on voit très bien qu'on n'a rien appris. On va faire exactement la même chose en mer, que ce soit le sable coquillé ici, que ce soit les nodules ailleurs, que ce soit... On va arriver à une exploitation de cette mer qu'on connaît encore très peu au niveau de la biodiversité, à une exploitation épuisée. La question de l'étude d'impact initiale. On a un peu l'impression que dans ce dossier, il fallait aller vite. Et d'ailleurs, c'est un intervenant de la chaîne administrative qui m'a dit « J'avais pour consigne d'aller vite dans ce dossier ». Et quand je lui ai posé la question de la réunion de concertation qui avait eu lieu le 6 mai 2011 à Brest, je lui ai dit « Mais comment ça se fait que le préfet maritime, quand il a vu que tous les élus étaient contre, ne s'est pas dit « Je pose, je regarde ». Il me répond « Mais monsieur, quand dans l'administration on lance un dossier, on ne l'arrête plus. Bon petit peuple, donnez votre avis, j'en ai rien à foutre. » Je le dis un peu brutalement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Des manquements dans ce dossier, c'est pas ce qui manque. On en a relevé 10. Donc vous voyez, on a 10 points là où on a un dossier qui semble bâclé. Vite fait, il fallait aller vite sur ce dossier. Et je dirais même que ce même intervenant m'a dit, vous savez monsieur, vous, les élus d'abord qui ont réagi vivement, et vous le collectif, vous avez freiné notre élan. Je m'adresse au porte-parole des freineurs. Est-ce que vous êtes content d'avoir freiné ? D'avoir freiné, oui, et ce que je voudrais, c'est arrêter. Donc, complètement. Donc, je crois que, effectivement, ce qui vient d'être dit montre toutes les faiblesses dans ce dossier. On a parlé en particulier de l'économie à différents niveaux. Moi, je voudrais juste dire que, bien sûr, la pêche est concernée, bien sûr, le tourisme est concerné, la plaisance, etc. Mais, plus globalement, c'est l'économie d'un pays de Bretagne, le Trégor, qui avait su garder un équilibre entre toutes ces activités. Bref, que finalement, cette région dont on parle toujours en parlant de l'industrie high-tech, du côté industriel, alors qu'elle a aussi donc de l'agriculture, par exemple, qu'on essaie de transformer un petit peu également, et puis donc toute cette côte, eh bien je crois que cet ensemble-là, il est complémentaire. On doit absolument donc sur tous ces volets être vigilant et faire en sorte que tout ceci cohabite correctement pour que des gens puissent continuer à vivre et travailler ici. Qu'est-ce qu'il adviendrait d'un pays où la côte a été défigurée, condamnée? Quel intérêt, quel argument pourrions-nous apporter pour que des industries viennent s'installer ici alors qu'aujourd'hui, on sait très bien justement que c'est cette attractivité du littoral qui fait que des industries viennent ici. Donc je crois que nous devons considérer toute cette économie du Trégor comme un tout, et à chaque fois qu'on risque donc de porter atteinte à un de ces éléments majeurs, il faut résister. Et c'est ce que nous faisons. Alain, vous pouvez faire état de l'étude que vous avez menée justement d'impact sur les emplois. Effectivement, je disais donc qu'il n'y a pas eu d'étude sur l'impact sur les emplois locaux non délocalisables. Aujourd'hui, c'est important aussi. Nous, on a fait une étude, on s'est fait aider des comités départementaux des pêches, du comité du tourisme, de Côte d'Armor Développement. On estime que aujourd'hui, à court terme, c'est-à-dire dans les 2 ans qui suivraient l'extraction,
il pourrait y avoir entre 160 et 400 emplois menacés directement. Si ce projet se fait, il faut que nous soyons convaincus que ce projet sera le plus grand plan social du Trégor qui sera enclenché. Et je le dis avec beaucoup de force et de conviction, et que si ce qu'on dit n'est pas vrai, j'attends une étude par un cabinet indépendant qui prouve le contraire. Aujourd'hui, il n'y a rien qui dise que les emplois locaux vont disparaître. Sur cette question économique, je crois qu'il y a dans la salle Monsieur Lechevien qui est là, voilà. Donc vous êtes agriculteur, maraîcher, vous êtes aussi un des administrateurs de Princes de Bretagne, c'est ça? La question qu'on voulait vous poser, parce que vous êtes dans ce dossier-là les possibles destinataires des amendements, de nous expliquer à quoi sert ce sable coquillé. Je suis producteur de légumes en agriculture conventionnelle, je veux le préciser. Maintenir les besoins, on a besoin à peu près de 300 kilos de carbonate de calcium par hectare et par an. Et le sol breton est naturellement acide. Donc pour assurer la fertilité du sol, et c'est pour que j'apporte du carbonate de calcium. Les besoins sont importants, mais on ne peut pas assurer la vie du sol au détriment de la vie de la mer. Parce que quand on est paysan, donc on ne peut pas considérer que demain on va assurer l'agriculture durable en détruisant le littoral. Et on n'aura pas une agriculture prospère si à côté de ça, on n'a pas un tourisme, on n'a pas une activité liée à la pêche et d'autres activités qui font que les résidents viennent s'installer, des résidents viennent s'installer sur le bord de côte. Donc moi je suis pour que, bien sûr, on préserve le littoral, mais qu'on ait aussi cette ressource, mais surtout pas à Trébordin, surtout pas dans la baie, bien plus en large s'il le faut. En deux mots, Patrice, si vous voulez bien passer le micro à Monsieur Clément, que je crois voir là, c'est que votre société travaille en fait sur les alternatives. Vous tirez de quoi faire des amendements agricoles de la crépidule, qui est une belle cochonnerie contre laquelle on lutte depuis des décennies. Alors, ça peut être effectivement considéré comme comme un envahisseur. Donc, c'est ce coquillage là que vous connaissez peut-être tous. Il y a 1 600 000 tonnes dans le golfe normanno-breton. Effectivement, donc nous on a une société basée à Saint-Malo, à Cancale, où on sépare la chair de la coquille. Donc c'est une alternative durable. Baie de Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, ça fait 300 000 tonnes au bas mot. On a un point de rupture en plus, il y a beaucoup de moules sous taille. Donc 300 000 tonnes, si on prend l'excédent annuel, ça fait 30 000 tonnes. Vous avez un peu plus dans la baie de Saint-Brieuc. Donc, et là, c'est vital pour l'économie de la pêche de gérer ce développement. Donc, vous avez également un potentiel disponible de 30 000 tonnes. Nous sommes en discussion d'ailleurs sur la chair avec des sociétés chinoises qui peuvent être intéressées par la chair. Donc, voilà, on parlait d'alternatives. On parle d'1 600 000 tonnes. Si effectivement le calcul donne 120 000 tonnes pour le calcaire marin, cette coquille, c'est 97% de carbonate de calcium, avec en plus pas de silice. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, il y en a plein partout. Oui, bonsoir, Jean-Yves Le Boulanger de Tréguier. Je voulais juste confirmer à Monsieur Le Bailly que la houle a des impacts à plus de 40 mètres de fond. J'en sais quelque chose puisque je suis plongeur et plongeur professionnel, et les plongeurs de Trébordin peuvent confirmer, et je compatis sur leur crainte des éventuels travaux si par malheur ça devait arriver. Qui veut la parole? Voilà, j'ai 82 ans, je suis issu d'une famille très pauvre et je remercie celui qui a fait ce film parce qu'il est magnifique et il apporte quelque chose à l'humanité. Et je dirais que ce qui est en train de se produire, c'est l'addiction à l'argent. Et ça, c'est pire que les drogues. Et il faudra bien un jour penser à l'international. Oui, c'est la citoyenne qui s'angoisse. Parce que qu'est-ce qui arrive à notre démocratie participative? On peut entendre
qu'à Notre-Dame-des-Landes, il faudra faire parce que tous les élus locaux sont pour. Ici, tous les élus locaux sont contre. Pourquoi alors il y a encore tous ces problèmes ? Je me pose la même question et j'espère qu'on va nous entendre. Puisque donc, comme ça a été dit tout à l'heure, en plus de ça, nous sommes de couleurs politiques différentes et face à ce problème, nous avons tous la même position. Donc je crois qu'effectivement, la démocratie dite participative qui s'exprime par tous les citoyens, par différents moyens, mais la démocratie élective qui s'exprime donc par les élus que nous sommes, elle est aussi contre. Et donc je crois que là, eh bien là aussi, l'État devrait nous entendre. Nous sommes tous l'État. Oui, bonsoir. C'est pas une question. Je suis responsable de la Fédération de défense de l'environnement des Côtes d'Armor, et aussi membre de France Nature Environnement. Et je voulais dire simplement que cette réunion est extrêmement riche. J'ai beaucoup appris ce soir. Et je tiens à confirmer qu'on fera tout en œuvre pour vous soutenir, mettre en place le réseau, même au niveau national, pour essayer d'avancer sur ce sujet. Voilà, tout simplement. Et autrement, je voulais dire quand même que j'étais un peu pessimiste parce qu'on a l'impression que on n'a pas du tout été entendu et que toute l'affaire est déjà jouée, quoi. Et que sur le plan politique, quand on entend Payon, c'est pas très très engageant. Je suis plutôt pessimiste. On a l'impression vraiment que il se passe des choses à l'extérieur, quoi. Voilà. Oui, alors nous ne sommes pas pessimistes, je dirais qu'il faut y croire. Il faut y croire et qu'aujourd'hui, je vous ai dit, rien ne dit que c'est fait. Si je peux me permettre juste un petit mot sur le pessimisme. Avec Alain Maugrain-Dubourg, on aime bien cette phrase parce que des fois aussi les bras nous tombent et on se dit mais pourquoi on est là ? Est-ce qu'on n'use pas ? Est-ce qu'on s'use pas ? Rien. Et on a cette phrase qu'on ressort régulièrement, qui est celle de Gramsci, qui était un militant communiste italien, qui disait il faut savoir allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Alors, avec ça, je vous attends aussi à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'étant de Nantes, je vous attends. Donc, on va rester optimiste. On va maintenant laisser la parole à Corinne Erel, qui est donc députée de la circonscription Lannion-Paimpol, conseillère régionale, et donc qui va clore cette table ronde. Merci. Bonsoir à toutes et tous. En tout cas, très intéressée par cette table ronde. Alors évidemment, elle fait suite à une longue mobilisation, des interventions multiples et variées des uns et des autres. Et pour ma part, j'interviens depuis de très longs mois maintenant sur ce sujet et sur ce projet particulier d'extraction de sable coquillé. Et ces questions, à chaque fois, ont été, je les ai posées à deux ministres. La ministre qui était en charge du développement durable, auparavant, Nathalie Coscuccio-Morizet, Delphine Batho quand il y a eu l'alternance en juin 2012, et également, évidemment, au ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, puisque c'est le ministère de l'Industrie qui est en charge de la délivrance des titres miniers. Alors, le pourquoi de ma mobilisation, évidemment, elle rejoint les préoccupations qui ont été dites ici par les élus. Pourquoi ? Problème sur ce projet particulier. Sa localisation, depuis le début, ça a été dit, entre deux zones Natura 2000 qui, bien évidemment, posent question. Deuxièmement, les quantités extraites, 600 000 tonnes par an. La durée de la concession, 20 ans. Et ensuite, moi, ce qui m'a interpellée, c'est la procédure telle qu'elle a été menée, puisque quand on regarde cette procédure et quand on regarde l'avis qui a été donné par le commissaire enquêteur, il commence son raisonnement sur la situation économique de la société de Mandres, qu'il faut regarder d'un point de vue économique et d'un point de vue emploi, mais ce qui est effectivement interpellant, c'est qu'on ne regarde pas l'étude et l'impact économique que peut avoir une telle réalisation également sur le territoire. Et puis ne pas oublier, je l'ai dit dans mes différentes interventions dernièrement, que la baie de Lannion, côte de granit rose, c'est aussi l'image de marque de la Bretagne.
Ensuite, il faut effectivement regarder sur l'impact environnemental. On l'a dit, le milieu marin est un milieu complexe, c'est un milieu sensible, et il y a dans ces études, effectivement, des questions qui se posent. Et puis, évidemment, regarder impact sur la faune et la flore, impact également sur le trait de côte, important. On est ici, encore je le dis, une économie touristique importante. Autre point important dans la procédure, c'est que effectivement les avis locaux, l'avis de la population locale, l'avis des associations et l'avis des élus n'est pas constitutif de l'avis final qui sera demandé, et notamment dans l'avis délivré par le commissaire enquêteur, cet aspect-là n'a pas été pris en compte. Donc ça, c'est un point important. Quand on veut développer un projet de cette nature-là, l'acceptation sociale est pour moi un préalable. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc effectivement, la décision n'est pas prise, et il y a effectivement, dans la parole du ministre, beaucoup de conditionnels. Alors, le ministre avait dit et annoncé dans l'hémicycle qu'il y aurait une table ronde associant l'ensemble des élus, l'association Peuple des Dunes, la société demanderesse. Donc la date, elle a été arrêtée, je l'ai eue ce matin, donc le 27 août à 15h à Bercy. Donc l'objectif de cette réunion, évidemment, c'est d'échanger sur les arguments, et puis effectivement de pouvoir se répondre à la fois sur le fond et sur la forme de la procédure. Il faut aussi regarder sur d'autres alternatives, et ça c'est un point qui est également important à développer, et de bien prendre en compte et de bien mesurer que ce projet, il n'est pas dans une zone comme les autres, il est dans une zone sensible, et encore une fois, il y a la Bretagne est une terre d'équilibre, le Trégor Goëlo est une terre également d'équilibre, et que ce point-là, moi, me paraît absolument important, et en tout état de cause, vous l'avez vu, j'ai pas varié de position depuis que je suis ce dossier-là, et effectivement je continuerai à sensibiliser dans mon rôle à moi au sein de l'hémicycle et auprès du ministre en charge de ce dossier-là, qu'il faut se projeter dans l'avenir et que ce ne sont pas des décisions qui ont des effets de court terme, mais que bien au contraire les effets peuvent être à moyen terme et à long terme, et que la réversibilité, eh bien évidemment on ne l'a pas après. Donc notre réunion va se clôturer. Alors, je dirais simplement en forme de conclusion, on a eu les marées noires, on a les marées vertes, eh bien ça suffit. On n'en veut plus et on n'en peut plus. Donc merci à tous, Michel, encore d'avoir accueilli ici à Trébordin. Je voulais signaler aussi que Alain Cadec était là tout à l'heure, c'est que 3 députés européens, Alain Cadec, Agnès Lebrun et Philippe Boulan, nous ont permis de déposer une plainte entre les mains de la commission des pétitions de Bruxelles, avec qui je suis en contact maintenant sur le degré d'urgence de la décision, donc que la commission des pétitions regarde ce dossier assez rapidement. Merci beaucoup à tous. Que Alain nous dise merci, c'est très bien, merci Alain, mais moi je voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous les membres de cette salle, un grand merci au peuple des Dunes pour la qualité du travail que vous faites. Je connais votre stress, que j'accompagne souvent, et je vous dis bravo, et on pourrait changer l'intitulé d'en haut de cette page en disant « Le peuple des Dunes dit non, pas là », et tous ensemble, avec le peuple des Dunes, nous disons non, pas là. Voilà, merci Alain.